Live Invest, quand et comment acheter des actions avec F2IC. Bonjour à tous et bienvenue sur Live Invest, le premier rendez-vous 100% digital des épargnants. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe du côté de la bourse, de votre portefeuille boursier. Pour ceux qui n'ont pas encore démarré, on va faire un atelier très pratique. Comment débuter, sur quoi investir, quels sont les frais, quels sont les pièges, les risques à éviter, comment bien investir. Et on va voir ça avec une spécialiste que je suis ravi d'accueillir. C'est Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour Véronique. Bonjour Fabrice. Vous êtes secrétaire générale, attention, de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, F2IC. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la F2IC, Véronique ? Alors la F2IC est une association qui a été créée fin 68, après les pavés, début 69, pour valoriser un petit peu la bourse, pour faire connaître au grand public. L'idée, c'est de démocratiser la bourse et que le grand public s'empare du sujet et sache investir. Donc déjà, en 69, on se posait cette question et en fait, on avait fait ça par les clubs d'investissement pour leur faire découvrir le fait de qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, comment ça fonctionne, comment je passe des ordres. Donc déjà, à l'époque, c'était quand même une thématique intéressante. Et puis, ça le devient encore de plus en plus, je dirais. Et on l'a vu, par exemple, pendant ce confinement, où effectivement, il y a eu une augmentation significative du nombre de jeunes, de gens plus jeunes, plus actifs, qui veulent investir en bourse et qui s'intéressent à leurs économies. Alors jeunes et moins jeunes, puisque 150 à 200 000 nouveaux investisseurs cette année. Alors, on le disait, c'est vrai qu'il y a eu l'introduction en bourse, la Française des Jeux. C'était il y a un petit peu plus d'un an, qui a très bien marché d'ailleurs. Oui. Donc ça fait déjà un appel d'air. Et puis cette année, contrairement à ce qu'on pouvait penser, finalement, la volatilité, c'est-à-dire que les marchés aient beaucoup baissé, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, c'est peut-être le moment d'investir. Alors justement, l'avantage, c'est que pour les particuliers, assez souvent, ils attendent pour investir que la presse leur dise, allez-y. Et généralement, la presse se prononce au bout de 3 ans de hausse. C'est-à-dire quand le marché a augmenté pendant 3 ans, la presse dit allez-y acheter, alors que c'est trop tard et c'est là que les institutionnels vendent les titres. Alors que là, le réflexe a été inverse. Tout le monde a vu le marché s'écrouler, beaucoup baisser en se disant mais ces valeurs, en plus on a des valeurs du CAC 40 qui sont quand même internationales, qui sont des grosses sociétés, qui réalisent leur chiffre d'affaires à l'étranger, qui a un gros potentiel. Et du coup, les particuliers se sont dit nous aussi on doit y aller. Et ils sont rentrés sur le marché. Et c'est 150 000 nouveaux actionnaires. Alors, on n'est pas tous, on est à 150 000. L'AMF disait 150 000. On a une étude australienne qui annonce 105 000. Mais de toute façon, c'est une tendance de fond que d'aller en bourse, de découvrir les sociétés et d'investir au moment où ça a baissé. Et ça, c'est intéressant. C'est le plus dur. Ça, quand ça baisse, quand ça a une baissé, on investit puis on voit son investissement baisser. Il faut avoir le cœur bien accroché, effectivement. Alors, je n'ai pas précisé, je le dis tout de suite, vous avez à votre disposition sur Live Invest un chat pour ceux qui nous regardent en direct et vous pouvez poser vos questions. Et justement, Véronique, je ne résiste pas puisqu'on a un historien de la bourse, Daniel, qui nous dit effectivement 150 à 200 000 investisseurs, on en a parlé tout à l'heure, mais combien y a-t-il d'investisseurs particuliers aujourd'hui, sachant que dans les années 80, il y en avait 2,5 millions et qu'après les privatisations Balladur, on était monté à 4 millions pour redescendre à 2 millions après la crise de l'an 2000. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est fluctuant là aussi, qu'il y a des effets de mode. Alors, il y a eu aussi, on a été jusqu'à 7 millions. On a été jusqu'à 7 millions d'investisseurs. Après, on est là aujourd'hui, on est à 3,5 millions. On dirait 3,5 millions investisseurs. Et quand tout à l'heure, on parlait effectivement de jeunes, j'entends pas des jeunes qui sortent de l'école. Le profil d'un investisseur individuel en France, c'est plutôt quelqu'un qui a 55 ans. Donc quand on dit de nombreux jeunes sont arrivés et sur le marché et ont posé des questions, c'est plutôt des gens, alors c'est à partir de 20 ans, mais c'est plutôt des 35-55 ans qui par contre utilisaient des produits gérés ou avaient recours à des fonds, c'est-à-dire ils achetaient des OPCVM, des SICAV ou des fonds communs de placement. Dans leur assurance vie, ou dans un PEA. Et ils l'utilisaient et en fait ils se sont rendu compte que les performances étaient quand même pas si formidables que ça. Et comme ils ont eu du temps pendant le confinement, ils ont surveillé les marchés et ils se sont dit tiens, c'est intéressant, pourquoi je le fais pas moi ? Pourquoi je compare pas mes performances
cohérence avec ce que fait un gérant professionnel. Ouais. Donc les c'est jeunes un bon investisseurs, réflexe. si je comprends bien, c'est un peu comme les primo-accédants pour l'immobilier. On est jeune parce qu'on débute en bourse, quel que soit son âge finalement. Voilà, c'est un peu ça, parce que c'est qui n'est pas le profil habituel des actionnaires individuels de plus de 55 ans. Voilà, donc ces jeunes, allez, on va se rassurer, on va dire qu'à partir de 35 ans, on est encore jeune. Bah bien sûr. C'est bien, hein. Alors, tout à fait d'accord. Alors, on vous a promis un atelier pédagogique, on va s'intéresser, on va prendre le problème, ou du moins le sujet par le début. Quand on parle d'action, tiens, on a envie de parler en entrant action, les sociétés, les entreprises, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour acheter une action ? Alors, déjà, c'est vrai qu'il faut définir qu'est-ce qu'une action. Quand je suis propriétaire d'une action, j'ai une partie du capital de la société. C'est-à-dire que j'acquiers une partie du capital de la société. Alors, j'acquiers pas la brique, la porte, l'usine, un bout de l'usine, mais c'est un peu ça l'idée. C'est je deviens propriétaire d'une partie de la société et le fait d'être propriétaire me donne des droits. C'est-à-dire droit de percevoir un dividende tous les ans, c'est un versement, le droit aussi d'aller à l'Assemblée générale et de m'exprimer. Voilà. Donc, derrière, en fait, le fait d'être actionnaire, c'est ça. C'est vis-à-vis de la société, j'investis dans une entreprise. Et ça sert à quoi d'investir dans une entreprise ? Ça sert à relancer la machine, par exemple économique. Par exemple, quand vous avez des introductions en bourse, ça peut servir. La société, pourquoi elle s'introduit en bourse ? Elle s'introduit pour trouver du capital, pour se développer. Ouais. Elle s'introduit pour employer des nouvelles personnes, pour faire de la recherche et développement, pour croître en fait. Et donc, c'est comme ça que la contribution des actionnaires individuels est là en fait. Donc à ce moment-là, j'achète une action, c'est-à-dire j'achète une petite part de l'entreprise. Une fraction du capital. Et j'ai des droits, c'est-à-dire par exemple droit de percevoir ce fameux dividende. Parce que c'est vrai que ça, on le dit peut-être pas assez. On a évidemment, si l'action progresse de manière fulgurante, on peut la revendre. J'ai acheté 10 €, elle vaut 20, j'ai gagné 10. Voilà. Mais il y a aussi, la plus-value, ça s'appelle la plus-value. Même si elle ne bouge pas du tout toute l'année, je vais percevoir quelque chose parce que la société croît, fait des bénéfices et en reverse une partie. Alors ça, c'est le coupon en fait. D'un côté, on a la plus-value, c'est l'évolution du cours par rapport au cours d'achat où on a acheté le titre et au cours de vente. Donc ça, c'est la plus-value que je réalise. Et de l'autre côté, il y a le rendement, le coupon. C'est ce que me verse la société tous les ans pour me rémunérer, pour rémunérer le risque que j'ai pris en investissant dans la société. Alors ça, c'est sur la partie action qui est totalement différent de si j'achète une obligation, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est une obligation ? Alors une obligation, c'est un peu, vous êtes le créancier de la société, vous lui prêtez des fonds. Donc vous prêtez des fonds à la société. Donc en bref, elle a besoin de 100 millions d'euros, vous allez prêter une partie de ces 100 millions, elle va vous verser un intérêt, et c'est cet intérêt, en fait, qui va représenter ce que vous allez gagner en prêtant cet argent. Vous jouez la banque, en fait, vous jouez le rôle de la banque pour une entreprise, et alors l'intérêt est plus ou moins élevé selon le risque que vous prenez. Et là, quand vous êtes, en fait, détenteur d'une obligation, le risque, c'est le risque de faillite de l'entreprise. Ouais, donc si je prête à Total ou LVMH, je ne vais pas avoir un gros risque, mais je ne vais pas avoir un taux de rémunération très élevé. Par contre, si vous prêtez à une toute petite valeur où le risque de faillite est important, du coup, le taux d'intérêt va être très important. C'est ce qu'on appelle le risque signature, en fait. Voilà. Donc ça, c'est totalement différent parce que d'un côté, vous êtes créancier avec l'obligation, alors que du côté action, vous êtes détenteur de l'entreprise. Donc les actionnaires individuels le savent bien. C'est-à-dire que quand ils vont aux assemblées générales, quand ils participent, quand ils parlent à la société, ils se sentent bien inclus dans la société. Et pourtant, en fait, ils n'ont pas forcément beaucoup de pourcentage dans la société. Les actionnaires individuels, on disait il y a 3,5 millions d'actionnaires individuels, mais ça ne représente pas une masse critique pour les capitaux des sociétés. Non, bien sûr, il y a plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, des investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, grandes banques, etc., qui vont prêter. Une question quand même, c'est étonnant. On dit souvent que le placement préféré des Français, c'est la pierre. Et ça, tout le monde comprend. Et c'est vrai que sur les 20 dernières années, c'était difficile de perdre de l'argent sur la pierre. En revanche, c'est vrai que la bourse, ça fait un peu peur finalement, parce que ça monte, ça descend. On ne sait pas si c'est le bon moment pour entrer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un placement plus risqué ? Alors, la bourse est un placement risqué. Par contre, sur du long terme, c'est un placement qui a une rentabilité forte. Donc, on dit qu'effectivement, sur les 10 dernières années, on ne pourra pas dire que la bourse est le meilleur placement. C'est pas possible, avec le nombre de crises qu'on a connues. Par contre, sur un temps très long, du type 25 ans, même sur 40 ans, alors le Revenu avait fait effectivement un graphique très intéressant là-dessus, sur la rentabilité des différents placements. Alors, c'est toujours le placement le plus intéressant sur 25 ou 40 ans, mais dividende réinvesti. Ça veut dire que le dividende
dividende, le coupon que vous verse la société, vous le réinvestissez. Alors il y a des moments, la société verse cette rémunération en actions. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous reprenez une action de plus sans payer de frais de courtage. Et du coup, vous augmentez votre nombre d'actions. Alors là-dessus, il faut se dire que pour avoir le bénéfice d'une action, il ne faut pas investir la totalité de ses fonds à un moment T. Parce que, imaginez, vous investissez le lendemain, l'action s'effondre parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une crise très forte. Ouais. Là, ça pose un problème. Très bon exemple cette année. 1er janvier, j'investis, le CAC était à 6000 points ou pas, très loin, un peu plus haut même. 2 mois après, il est descendu jusqu'à 4005, c'est-à-dire moins 25, 35, 30%. Là, c'était compliqué. Donc, c'est quoi la solution? C'est de fractionner son investissement? Alors, la solution, c'est d'investir régulièrement. Tout, comme d'habitude, en fait, généralement, la régularité, ça paye. C'est comme en sport, partout. C'est-à-dire le fait d'être régulier, d'être structuré dans son investissement, ça paye. Et si vous connaissez, si vous commencez à investir jeune et que vous investissez, allez, on va dire qu'un jeune, il va pouvoir mettre 45 € par mois, il ne va pas mettre tellement plus. Tous les mois, il investit 45 €. Il l'investit dans des titres, il achète des titres. Alors bien sûr, il ne va pas pouvoir acheter beaucoup de choses au début, mais au fur et à mesure, il va capitaliser. Et si son objectif, c'est par exemple de se préparer un capital pour la retraite, eh bien derrière, il n'aura jamais investi au moment où tout est plus haut, au moment où tout est plus bas. Il investira régulièrement. Donc un coup, il sera plus haut, un coup, il sera plus bas. Mais du coup, ça lissera son risque boursier. Et sur la durée, c'est ce qui est important. C'est pour ça qu'il est important aussi de donner à nos jeunes l'habitude de se préparer et de capitaliser. Et alors justement, tiens, Loïc nous dit merci, il nous remercie. Merci à vous de participer à aider les personnes à investir en bourse. Il faut savoir, dire aux gens que sur 30 ans, les actions battent tous les autres investissements. Oui, effectivement, sur 30 ans, alors je le disais, à partir de 25 ans, ça bat tous les records. Après, il faut aussi modérer le propos en disant que tout le monde n'est pas forcément appelé à être actionnaire. Il y a un profil précis. Voilà, alors justement, ça, c'était une de mes questions. C'est vrai que de prime abord, on va dire, ces investissements, on va dire, sur la pierre sont peut-être plus faciles à réaliser. Justement, est-ce qu'il y a une typologie d'investisseurs? Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire un bon investisseur? Alors, les questions à se poser. D'abord, en premier lieu, si j'ai une somme à investir, si je souhaite commencer à investir régulièrement, il n'y a pas de souci, je peux aller en bourse. Si j'ai une somme à investir, mais que j'ai besoin de cette somme, par exemple, aujourd'hui, je dis, voilà, j'ai 5 000 € à investir, mais je vais en avoir besoin pour mes vacances au mois de juillet 2021. Là, non, je suis désolée. C'est l'argent qu'on investit en bourse, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme et dont on n'aura pas besoin avant 3, 5, 8 ans. Donc premier cas de figure, on va faire simple. J'ai peu de capital, j'en ai besoin. Bon, non, ça veut dire que je ne deviens pas, je vais sur un compte sur livret plus traditionnel. J'ai du capital, j'ai fait un petit héritage, les étrennes de Noël sont très bien passées, j'ai envie d'investir et en plus j'ai du temps. Voilà, alors là, dans ces cas-là, je commence par me former, je commence après par m'informer et je vais en bourse. Donc ça, c'est le profil parfait. D'accord, j'ai du capital mais pas forcément le temps. Dans ces cas-là, alors il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que l'investissement en bourse, ça réclame effectivement du temps. Ça veut dire surveiller son portefeuille, ça veut dire regarder l'économie, s'intéresser régulièrement aux différentes valeurs dans lesquelles on investit. Ça veut dire que si je n'ai pas de temps, dans ces cas-là, je peux investir en bourse, mais via en fait un gérant de portefeuille. Donc j'achète un OPCVM, alors ça peut être une SICAV, un fonds commun de placement, ou mieux, j'achète un ETF. Ce sont ces fonds de gestion indicielle qui investissent dans un panier d'actions, par exemple, ou dans une thématique. Mais je ne le fais pas en direct parce que si je n'ai pas de temps pour le suivre, Alors, on rappelle, l'investissement en bourse, c'est pas une martingale. C'est pas je mets une pièce de 10 et il en ressortira 50 à la fin de l'année. Je le dis parce qu'il y a des moments à la fédération, on a beaucoup de gens qui nous appellent pour avoir de l'information. Et il y a des moments, des gens sont peu réalistes en me disant, voilà, alors je voudrais mettre 100 et puis j'aimerais bien retirer mes bénéfices à la fin de l'année, comment je vais faire? Alors là, je suis obligée de dire, je suis désolée, mais je vais vous décevoir, mais c'est pas au bout d'un an que vous allez retirer des bénéfices, ou alors vous aurez pris des risques très importants sur un type de produit spécifique, des produits spéculatifs. Donc on résume les bonnes habitudes si vous êtes intéressé par le placement boursier, investir régulièrement, justement pour lisser les fluctuations. Le temps est votre allié.
c'est oui, vrai. Toujours. Donc il vaut mieux avoir un peu de temps devant soi. On n'est jamais pressé, c'est-à-dire si quelqu'un vous téléphone ou vous fait du démarchage, alors déjà si quelqu'un... C'est interdit. Voilà, c'est interdit, mais ça n'empêche pas que ça arrive assez souvent. Si quelqu'un vous appelle pour vous proposer un produit en vous disant « il est très urgent, vous pouvez en profiter, il n'y a que 48 heures », alors celui-là vous raccrochez tout de suite et vous le signalez à l'autorité des marchés financiers. Il y a une application qui s'appelle AMF Protect, effectivement pour signaler ce genre de démarchage, parce que ça arrive souvent, et même à moi, professionnel, je reçois des coups de fil pour me dire qu'il faut investir absolument dans les 48 heures pour profiter d'une opportunité. Il n'est jamais urgent de rien. On prend son temps et on réfléchit avant d'investir. La bourse, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Donc, c'est du long terme. Voilà. Et après, c'est du long terme à tel point que c'est culturel aussi dans des familles. C'est-à-dire que si vous investissez en bourse, vous aurez tendance à passer les bons réflexes à vos enfants. D'où, c'est pour ça que je dis, si dans les familles, il y a des familles qui n'avaient pas l'habitude d'investir en bourse, il faut absolument que les jeunes se renseignent par eux-mêmes et viennent poser des questions, fassent des formations, s'intéressent au sujet. À propos de famille, Loïc qui nous dit, tiens, on peut investir en bourse en bon père de famille. C'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent. Avec Air Liquide, Total et des ETF pour la durée. ETF, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est les Exchange Traded Funds. C'est ce que je disais, ce dont je parlais tout à l'heure, des fonds indiciels qui sont en fait indexés soit sur un indice, soit sur un panier de valeurs. Vous pouvez choisir un fonds indiciel indexé sur le CAC. Il va répliquer la performance du CAC. Ok, et si on fait plus 20% sur le CAC, on fera plus 20%. Donc ça, vous avez moins à surveiller, mais c'est ce qu'on appelle de la gestion passive. Par contre, le gros avantage de ces ETF, c'est que les frais de gestion sont beaucoup moins élevés que ce qu'on dit gestion active, c'est-à-dire des SICAV ou des fonds communs de placement, où là, les frais de gestion annuels vont être plus importants. Voilà. Ouais. Et il citait aussi Air Liquide Total, dont des sociétés ou L'Oréal, sociétés un peu emblématiques comme ça. Voilà, qui sont fonds de portefeuille, on entend souvent aussi ce terme. Voilà, le placement père de famille ou fonds de portefeuille, c'est des valeurs qui ne vont pas se multiplier par 3 en 3 jours. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer aujourd'hui, par exemple, à 30 et ressortir après-demain à 50. Non, c'est des valeurs qui sur lesquelles on investit et qui évoluent régulièrement. Et en plus, l'avantage, par exemple, Air Liquide, c'est une grande tradition d'actionnariat individuel. Il faut savoir que dans les sociétés du CAC 40, le pourcentage d'actionnaires individuels, c'est entre 5 et 7%. C'est pas plus. Donc ça veut dire que les détenteurs, les actionnaires individuels ne détiennent pas le capital social des entreprises, des grosses entreprises françaises. Par exemple, l'exemple de Air Liquide, ils ont 34% d'actionnariat individuel. Alors ça, il faut voir, c'est une philosophie. C'est-à-dire que quand ils ont lancé Air Liquide au tout début, en 1902, ils étaient à la recherche de fonds. Et puis les banquiers n'ont pas voulu leur prêter. Donc les banquiers ont dit « Ah non, on ne croit pas dans votre projet, ça va pas marcher, on vous prête pas ». Et ils ont fait ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire qu'ils ont été voir autour d'eux, leur famille, leurs amis, en disant « Est-ce que tu veux pas investir un peu, tu me prêtes de l'argent pour le projet ?» Et voilà pourquoi une entreprise a beaucoup d'actionnaires individuels. Aujourd'hui, elle a 34% d'actionnaires individuels, c'est vraiment une quantité énorme. Il y a d'autres plus petites entreprises comme des valeurs moyennes comme Thermador Group, par exemple, qui a aussi 34%. Mais sinon, le pourcentage habituel, c'est plutôt entre 5 et 7. Et du coup, ça amène une fidélité vers l'actionnariat individuel où la société, comme c'est elle qui lui a pas, ces personnes-là qui lui ont permis de vivre, est très à l'écoute des actionnaires individuels. Du coup, fait pas mal de choses, des lettres aux actionnaires, des réunions actionnaires. Donc voilà, ça c'est important de regarder aussi ce que fait pour vous l'entreprise dans laquelle vous investissez. Bien sûr, puisqu'encore une fois, on est responsable, on a des droits et des devoirs. Vous avez parlé tout à l'heure, Véronique, de formation. Justement, on a une question, comment on fait pour se former, où se former ? Alors, il y a plusieurs niveaux de formation. Là, vous avez un programme de la Banque de France qui visait en fait à l'éducation financière des Français. Donc, ça s'appelle EducFi. Et la Banque de France avec l'AMF, par exemple, on fait un tour de France de l'épargne dans 40 villes pour expliquer un petit peu plus. Alors, au départ, ça devait être physique, sauf qu'avec la crise sanitaire, en fait, ça a été digital. Et donc, ce sont des réunions qui concernent les 40 villes françaises pour expliquer comment on investit, les bons réflexes. Donc ça, c'est un premier élément que vous pouvez toujours retrouver, soit sur le site mesquestionsdargent.fr, soit sur le site de l'autorité des marchés financiers, qui est en fait le gendarme de la bourse, le régulateur boursier, soit sur le site de la Banque de France même. Donc ça, c'est un premier niveau. Après, vous pouvez aussi vous-même aller, par exemple, à l'école de la bourse. Donc sur le site
site internet de l'école de la Bourse, vous avez des formations. Alors actuellement, c'est plus intéressant de prendre des formations en non présentiel, mais du coup, vous allez pouvoir assister à une formation sur les règles de gestion de portefeuille, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation. Donc ça, après, vous avez des sites comme La Finance pour tous. Qui font alors des je mets en fiches. même temps les liens pour ceux qui nous écoutent dans le chat, écoledelabourse.com, lafinancepourtous.com, mesquestionsdargent.fr, tout attaché, qui répond aux questions de très nombreuses qu'on reçoit. Vous avez même un MOOC qui a été fait. Alors un MOOC, c'est séminaires, enfin c'est sortes de formations. Open Online Course. Voilà, c'est gratuit. horrible. Hein. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas trouvé de terme français. Et c'est un cours qui a été organisé par l'autorité des marchés financiers avec une association de consommateurs, CNCV. Et derrière, c'est un cours qui vise à sensibiliser les particuliers à l'épargne et à leur donner les bons réflexes. Et c'est un cours gratuit que vous pouvez retrouver sur le site de l'autorité des marchés financiers. Ouais. Véronique, j'ai une question également sur YouTube. C'est là où c'est vrai qu'on voit pas mal de formations. Alors ça va du gagner 1 000 € en 5 minutes, on n'y croit pas trop, à des experts quand même qu'on a pu retrouver et qui parlent analyse technique, analyse graphique, etc. Bon, comme d'habitude, il y a à boire et à manger. Est-ce qu'il y a des sites comme ça là, à conseiller? Alors, il y a beaucoup de choses en fait. Il faut regarder. Si vous êtes déjà actionnaire, que vous détenez des titres, il faut savoir que quand vous êtes au club d'actionnaires des sociétés, quand c'est les grandes sociétés, elles offrent gratuitement des formations sur la fiscalité, sur la détention de titres. Les sociétés elles-mêmes. Les sociétés elles-mêmes. Alors, on peut citer par exemple Orange qui a travaillé avec un blogueur qui s'appelle Eureka pour faire une formation, une mini-formation sur le net pour expliquer qu'est-ce qu'une assemblée générale et pourquoi c'est important pour un actionnaire individuel de participer à l'AG. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on s'est adressé via un blogueur à des gens plus jeunes, population plus jeune, qui n'étaient pas forcément sensibilisés à la bourse. Donc c'est important parce qu'on utilise les médias des gens plus jeunes pour effectivement les sensibiliser aux produits actions. Après, vous avez donc sur les sites des sociétés cotées, vous avez ça. Après, vous avez plein sur effectivement YouTube, Facebook, vous avez plein de petites vidéos qui tournent. Alors, une chose importante, par exemple, sur les produits financiers, parce que je sais qu'après, vous allez parler un petit peu plus en pratique de produits financiers, de produits spéculatifs, vous avez les émetteurs de produits financiers, que sont BNP, que sont l'ASG, que sont IG, voilà, vous avez pas mal d'émetteurs de produits financiers qui font leur propre formation. Et après, il faut regarder qui émet la formation. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube et que vous tombez sur Monsieur X qui vous fait une formation sur l'analyse technique et que vous ne savez pas d'où il vient, quel est son CV, est-ce qu'il connaît bien, parce que n'importe qui aujourd'hui peut s'assimiler à un... Alors, il s'appelle trader, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que et trader chez lui, quoi. Voilà, je me suis étonnée du nombre de traders sur Internet où c'est assez effarant, où on a 150 traders qui n'ont jamais mis les pieds, bien sûr, dans une salle des marchés. Et le problème, c'est que ces gens peuvent être de très bonne foi, mais ne pas avoir bien compris, par exemple, les mécanismes de l'analyse technique. Et du coup, ils vous expliquent un truc sans maîtriser l'art de l'analyse technique. Donc, si vous voulez une formation sur l'analyse technique, vous regardez plutôt ce que va faire Valdata via TradeCoder. Vous allez regarder ce que fait l'Association française d'analyse technique, la FAT. Voilà, donc il faut s'adresser à des gens qui ont quand même pignon sur rue pour être sûr qu'ils n'essayent pas de vous vendre quelque chose ou qu'ils aient bien la pédagogie pour. Qu'est-ce que vous pensez du portefeuille virtuel? On peut s'entraîner comme ça avec du faux argent quelque part? Oui. Alors, moi, j'incite les gens, effectivement, une fois qu'on a fait sa formation, à aller voir, effectivement, à avoir un portefeuille virtuel pour s'entraîner. Ça entraîne à regarder comment on lit un carnet d'ordre, qu'est-ce que la fourchette acheteur-vendeur sur un titre, comment je suis l'information sur un titre. Ça, c'est le premier niveau pour se dire, je m'entraîne un petit peu pour de faux. Voilà, c'est comme si je fais semblant d'avoir un portefeuille. Après, il y a quand même une différence entre le fait d'investir régulièrement en réel, de passer l'ordre, et de le faire sur un compte virtuel. C'est-à-dire, quand c'est du vrai argent, les gens réagissent différemment. Alors, c'est pas tellement à l'achat que va être la différence. C'est-à-dire que les gens achetaient, alors un actionnaire individuel acheter, ça lui pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'hésitera pas à acheter. Le problème, ça va être de vendre. C'est-à-dire que si vous achetez un titre et que vous dites, alors il vaut mieux quand on achète un titre avoir une idée de qu'est-ce que je veux faire avec ce titre. Est-ce que je veux capitaliser et j'achète par exemple du Air Liquide et puis je m'en occupe pas et je regarde dans 10 ans ce que ça vaut et ça je capitalise pour ma retraite, ou est-ce que j'achète une valeur ultra spéculative et du coup je dois la surveiller plus régulièrement et quand elle a fait plus 20%, je sors.
Parce qu'en fait, le réflexe, ça va être acheter, c'est facile, et revendre et se décider à vendre. Si la valeur, elle a fait plus 20%, on va se dire, j'attends un peu, elle va peut-être faire plus 30. Ouais, c'est là où ça repart en arrière. Voilà. Et si elle a fait moins 15... C'est l'intérêt aussi, je reviens à votre activité, là, ici, d'être dans le club, c'est-à-dire de se retrouver avec des amis, des passionnés aussi comme vous, et puis de discuter des valeurs, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est un portefeuille commun? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, un club d'investissement, c'est des gens qui mutualisent leur épargne. C'est-à-dire qu'ils créent une indivision. En fait, une indivision de personnes physiques. Ils ont les statuts du club qui définissent quels sont les montants déposés par chacun. Et en fait, ils se réunissent une fois par mois. Alors, en ce moment, c'est des réunions qui vont être par Zoom ou par d'autres systèmes digitaux. Mais sinon, en temps normal, ils se réunissent. Donc, ça a un côté convivial. Je me réunis, je parle du marché, parce qu'on sait qu'en France, c'est quand même un peu compliqué de parler du marché ou de la bourse dans la rue. En période d'élection, on se fait plutôt jeter des tomates, donc on évite. Donc, on parle avec ces personnes, on échange. C'est vrai qu'il y a encore une mauvaise presse, un peu l'image d'Épinal, le boursier, le boursicoteur. Le profiteur, en fait. L'image du boursier, c'est vraiment le profiteur qui profite. Or, le boursier, c'est celui qui va donner de l'argent à la société pour qu'elle se développe. Et pour qu'elle développe, c'est son nombre, soit son nombre de filiales, soit embaucher du monde. Donc voilà, donc cette image, elle est quand même difficile, elle colle au corps. Donc, dans les clubs d'investissement, le gros avantage, c'est que vous êtes entre vous, vous discutez des valeurs. Et alors, le gros avantage, c'est que vous pouvez arriver avec une super idée géniale en disant telle valeur, j'ai entendu dans le métro, ils ont dit que cette valeur-là, elle allait se développer, se multiplier par 3. Alors, si vous arrivez et que vous parlez de ça avec vos collègues du club, ils vont vous dire oui, mais alors c'est quoi la bonne raison pour acheter la valeur? Parce que le côté j'ai entendu dans le métro, oui, vous allez être challengé finalement. Voilà, ils vont poser des questions. Ils vont vous dire mais pourquoi tu veux investir dans cette valeur? Alors si la raison est mauvaise, du type c'est sympa, c'est là où je suis né, c'est une entreprise qui est de là-bas. Non, ça c'est pas la bonne raison. Ça vous est arrivé, Véronique? Racontez-nous. Voilà, ça m'est arrivé. Moi, je suis une fan de bateaux, je suis arcachonnaise. On avait une belle société fabricant de bateaux Arcachon. J'ai eu le mauvais réflexe, comme tout le monde, de dire le coup de cœur, je vais soutenir l'entreprise locale. C'était il y a un petit peu de temps. Vous mettez vos économies, ou les petites économies. Il y a longtemps. Et du coup, maintenant, tout le monde se trompe. De toute façon, on apprend toujours à un moment et on apprend de ses échecs. Comme plein de bateaux, peut-être, mais... Voilà, l'entreprise, il y a une réorganisation. C'est pas les bateaux qui coulent, mais effectivement. Donc ça, c'est les mauvais réflexes qui, quand vous investissez en groupe, sont perdus parce que les autres vous demandent des comptes. Ils vous disent, mais pourquoi tu veux investir? Est-ce qu'il y a une bonne raison? Est-ce que tu penses que cette entreprise-là, elle a un produit sous le coude qu'elle va sortir? Est-ce qu'elle a des très bons chiffres? Voilà. Ouais, après, on n'a pas le temps, mais c'est vrai, dans la psychologie des marchés aussi, des fois, on tombe amoureux de certaines valeurs parce qu'on a beaucoup gagné pendant un temps, donc on n'arrive pas à s'en défaire, on les garde coûte que coûte, même si on a l'espoir. Alors ça, quand on parlait de savoir-vendre, il y a savoir-vendre à l'achat en se disant, j'ai pris plus 20%, je dégage ma plus-value. Mais par contre, en fait, en pratique, si vous avez perdu 15%, le risque, c'est au niveau comportemental, vous avez toujours avoir tendance à dire, non mais ça va remonter, je vais le garder, ça va remonter. Et on a vu des gens comme ça, sur des valeurs, se retrouver avec moins 50, moins 60, moins 80%, en se disant, ça va remonter un jour. Oui, et ça ne remonte jamais. Mais le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas réagir avec attendre que ça remonte. Il faut se dire, si je sors cet argent, j'en fais quelque chose de mieux. Et je vais trouver une ligne sur laquelle je vais réinvestir qui va être mieux, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à couper la perte. Et effectivement, une fois ou deux, la valeur va rebondir. Mais pour une fois ou deux où la valeur va rebondir, vous allez faire des sacrées économies sur les fois où la valeur, elle va chuter énormément. Bien sûr. Je voulais, dans les quelques minutes qui nous restent, qu'on a dit un atelier pratique, qu'on donne juste un petit conseil pour ceux qui veulent, qui nous écoutent, qui disent ça y est, c'est décidé, je passe à l'action. On parle d'enveloppe fiscale. Qu'est-ce qu'on peut faire très simplement? Quel est le plan ou l'enveloppe à ouvrir tout de suite pour faire des actions? Un plan d'épargne en action, un PEA. Le PEA, il a été créé en 92. Il vous permet d'investir en actions, majoritairement des actions françaises ou européennes. Si vous voulez aussi investir sur des titres, je ne sais pas moi, d'Inde ou d'Asie, vous avez des trackers qui sont éligibles au PEA que vous pouvez mettre dans le PEA. Cette enveloppe fiscale vous permet de ne pas payer sur les plus-values. Vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values. Alors, vous payez toujours la CSG-CRDS. Ça, je crois que quoi que vous fassiez en France, de toute façon, il y aura de CSG-CRDS. Il n'y a pas de souci. Mais le PEA, par contre, ça a une optique au moins 5 ans pour ne pas avoir de pénalité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir avant. Vous pouvez sortir avant, mais en payant une pénalité sur les plus-values. Donc, on ouvre cette enveloppe, soit à sa banque,
soit chez son courtier, chez en son ligne courtier, directement, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, c'est facile. Attention, il faut ouvrir, mais il faut mettre, je crois, 100 €. Il faut mettre une somme quand même. Il faut mettre une somme pour prendre date. Voilà. C'est-à-dire que l'importance dans le PEA, c'est la prise de date. C'est-à-dire je commence à ouvrir mon PEA à une date, à un instant T, pour qu'il y ait une somme. Et après, l'idéal, c'est de faire des versements réguliers sur cette enveloppe. Après, vous pouvez aussi utiliser de l'assurance vie, mais en assurance vie, on est plus rarement sur des titres vifs. Il y a 2 contrats d'assurance vie qui le permettent seulement. Donc, le plus simple, c'est quand même d'avoir un PEA. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un PEA et d'avoir aussi un compte titre ordinaire pour les fonds qui ne sont pas éligibles au PEA ou les actions qui ne sont pas éligibles au PEA. Voilà. Alors, je regarde, il y a beaucoup de gens qui réagissent évidemment, certains qui vous taquinent. Justement, il n'y a pas de métro Arcachon, mais Beneteau a bien réussi. Mais Beneteau n'est pas natif d'Arcachon. Ils sont plutôt du Morbihan et ils sont plutôt effectivement. Non, Arcachon, c'était une autre société que je ne citerai pas. À quel niveau conseillez-vous de mettre un stop ? Un stop, c'est un ordre de protection. Là, on est plutôt dans la technique quand on a passé sa valeur. Alors, en fait, quand vous achetez une valeur, il faut commencer déjà par avoir une limite en tête. C'est-à-dire qu'il faut éviter de l'acheter avec un ordre au marché en se disant je l'achète à n'importe quel prix. Parce que si vous achetez à n'importe quel prix que tout d'un coup elle prend 5%, vous allez payer 5% de plus cher qu'au moment où vous êtes décidé. Et après, les stops, c'est pour vous protéger. Par exemple, vous avez acheté un titre à 50 et vous voulez éviter qu'il tombe à 10 sans que vous puissiez rien faire. Vous mettez un stop, par exemple, à 30. Et ça veut dire que quand le cours de 30 sera touché, votre ordre sera réalisé et vous serez protégé. C'est pour vous protéger des baisses du marché. D'accord, donc il y a encore après des subtilités. Alors on va faire simple, on va résumer parce qu'on arrive déjà, Véronique, au terme de cette première édition. On espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on investit de l'argent dont on n'a pas besoin. Il faut avoir un peu de temps devant soi. On sait que c'est le meilleur investissement, la bourse, sur 20, 25 ou 30 ans. Donc, commencez dès aujourd'hui. Très pratiquement, allez chez votre banque, allez chez votre courtier préféré et ouvrez, c'est gratuit, un plan d'épargne en action, PEA. Vous déposez 100 € pour prendre date et ensuite, libre à vous d'alimenter et de choisir soit des actions. Le club d'investissement est là, ou tous les conseils qu'on peut trouver évidemment sur les bons sites internet, ou évidemment après vous pouvez acheter le CAC 40 avec les trackers, etc., ou d'autres produits. Et ces produits justement, on va en parler dans quelques instants avec notre troisième invité de la matinée. On va parler produits de bourse avec Maxime Vivier, Unicredit. C'est dans quelques minutes. Je voulais vous remercier, Véronique. C'était parfait, c'était très clair. Beaucoup de questions, beaucoup de réactions. On essaiera d'y répondre. On a envoyé les liens et puis on espère vous retrouver très prochainement sur Live Invest. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et bon investissement. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.